Il y a quelques jours, une nouvelle choquante est tombée. Au Louvre, des objets royaux ont été volés en seulement 7 minutes. Les voleurs, qui ont pénétré en brisant une fenêtre à l'aide d'un véhicule élévateur, ont emporté des bijoux d'une valeur colossale et n'ont toujours pas été arrêtés. Au-delà de la valeur marchande, le fait que les trésors symboliques, presque le cœur de la France, aient été dérobés et que la sécurité du musée n'ait pas été améliorée malgré des avertissements répétés, voilà ce qui pose un problème plus grave. Dès que la nouvelle est sortie, les commentaires se sont remplis d'une même référence. Arsène Lupin est de retour. C'est la version live de Lupin sur Netflix. Moi aussi j'y ai immédiatement pensé, parce que cette série m'est revenue en tête il y a quelques jours. Et en même temps, les idées que Lupin m'avait inspirées me sont revenues. Pourquoi dans les séries françaises rester souvent en malaise même quand l'affaire semble close? Pourquoi le méchant n'est pas puni? Et pourquoi les blessures restaient sans suture? Et pourquoi au contraire attendons-nous la justice qui s'accomplit, ce fameux déroulé rafraîchissant où le mal est châtié? Aujourd'hui, j'aimerais en parler. À partir du vol du Louvre, de Lupin et des séries françaises comme Soleil Noir, Papillon Noir et Tout va bien jusqu'ici, je voudrais réfléchir à la manière dont la justice est traitée, culturellement différente, et au monde philosophique que cela reflète. Pour commencer, beaucoup ont spontanément relié l'affaire du Louvre à Lupin. Ces séries réinventent au présent le gentleman cambrioleur des romans du début du XXe siècle. Assane Diop, le héros, cherche à venger son père, mort en prison après avoir été injustement accusé, et grâce à des déguisements et des plans ingénieux, ridiculise les puissants pour rétablir la justice. Ce qui est frappant, c'est que bien que les Françaises, la série adopte une structure de justice rétributive très coréenne. Le héros châtie l'injustice, la vérité éclate, l'innocent triomphe par sa revanche et le public ressent une franche catharsis. C'est un cheminement peu courant dans les séries françaises. Souvent, la France laisse la fin ouverte ou bien la justice n'y est jamais pleinement accomplie. Or, Lupin montre, à titre d'exception, un monde où la justice s'accomplit. Résultat, un écho mondial et un succès particulièrement fort en Corée. Ironie du sort, un récit de justice à la coréenne, habillé d'esthétique française, a précisément touché le code émotionnel du grand public international. Parmi ce que j'ai vu moi-même, plusieurs œuvres illustrent bien la sensibilité et l'esthétique française. Regardons-en 3. Avec la toujours magnifique Isabelle Adjani et Guillaume Gouix, familier chez nous grâce à Attila Marcel, Soleil Noir aborde la violence sociale en France et des questions de genre comme la monoparentalité ou les enfants hors mariage. Ici, l'essentiel, ce sont les blessures qui ne se ferment pas. Victimes, coupables, proches, tout le monde le sait, mais la vérité ne se dit jamais vraiment et la société continue comme avant. Elle va continuer à travailler dans un fast-food tandis que les riches trinquent au champagne sans rien perdre. Au fil des morts qui répètent, on sent une résignation froide. La vie est ainsi. Comme son titre l'indique, la série montre un personnage ordinaire en surface, mais rongé par la violence passée et la culpabilité. La fin n'offre ni punition claire, ni absolution, et laisse coexister ces moi contradictoires. Les souvenirs se dédoublent, tantôt enjolivés, tantôt vrais et cruels, croisant sans cesse le présent pour brouiller nos attentes jusqu'au bout. Un bel exemple d'esthétique visuelle française. Ici, on refuse de réduire un personnage au bien ou au mal. L'incomplétude humaine, la culpabilité indicible et la question éthique sans fin sont au cœur du récit. Le titre signifie « Jusqu'ici, tout va bien ». Mais le contenu traite d'inégalités sociales et raciales et de drogue, de corruption et de la désagrégation des liens et des émotions. On garde tendu en se demandant comment tout cela va se dénouer. Mais la série n'apporte finalement aucune solution. Ici, il n'y a pas vraiment de fin, on retourne simplement au réel. En somme, les séries françaises choisissent moins de résoudre que de montrer la complexité telle qu'elle est. La plupart du temps, les dramas coréens se terminent ainsi. Le méchant est puni, la victime est sauvée, les blessures se referment en partie. On dit parfois que c'est prévisible, donc dépassé, mais socialement, ce circuit émotionnel est toujours nécessaire. Première raison, l'injustice du réel et la rupture de confiance. Nous voyons trop souvent le mal non puni aux informations. Argent politique illégal, abus de pouvoir, dérobat des responsabilités lors de catastrophes,
Parce que la réalité n'est pas juste. Les gens veulent vérifier par la fiction qu'il existe un monde où le bon sens fonctionne. Deuxième raison, le sentiment de contrôle procuré par la vengeance. Des œuvres comme Doug Laurie, Vincenzo, My Name donnent un contrôle indirect à des spectateurs impuissants face au réel. Je ne peux pas le faire moi-même, mais ce personnage peut se battre pour moi. Ce n'est pas qu'une vengeance, c'est une restauration émotionnelle, le sentiment que mes émotions retrouvent leur place. Troisième raison, le rituel de la justice. La rétribution dans l'histoire n'est pas qu'un schéma, c'est un rite partagé. La communauté confirme que le juste l'importe. Ce processus de purification émotionnelle est l'un des atouts majeurs des contenus coréens. Pourquoi les fins sans catharsis sont-elles critiquées? Prenons la dernière scène de Reiki Through the Roof. L'accident souvent emporte les deux protagonistes. La scène est mémorable et reste même un mème, mais beaucoup de téléspectateurs se sont sentis trahis. Après des dizaines d'épisodes de chaleur et d'espoir relationnel, la courbe émotionnelle s'interrompt sans résolution. De même pour la fin de Ribbon Reach, quand on révèle que la longue quête de vengeance n'était qu'un rêve. Les réactions fusent. Alors, qu'étaient toutes ces émotions? Ce n'est pas le procédé du rêve en soi qui pose problème, mais la disparition de la justice promise émotionnellement au public. Au fond, le public ne juge pas la forme de la fin, mais le respect du contrat émotionnel. Le mal doit être puni et le bien récompensé. Ce n'est pas seulement une question d'éthique, c'est le moment où l'ordre affectif est restauré. Il existe une longue tradition artistique en France. La vie est foncièrement déraisonnable et ne se clôt jamais parfaitement. Chez Sartre et Camus, on croit que l'humain s'approche du vrai en regardant l'absurde en face. D'où l'intérêt, dans les séries françaises, moins pour la fin que pour l'impact de l'événement sur l'être humain. L'inachevé, le courage d'affronter un monde sans réponse devient une posture esthétique. A l'inverse, le récit coréen a une structure émotionnelle communautaire. Quand la justice est déficiente dans le réel, l'histoire devient un rite émotionnel. La punition du mal et le salut de la victime purifient les effets accumulés et signale que la communauté peut encore croire au juste. Ainsi, la rétribution n'est pas un schéma démodé, mais un dispositif émotionnel qui soigne des blessures collectives. Le vol du Louvre et l'écho qu'on y voit de Lupin montrent la rencontre de deux mondes. La France fait de l'inachevé un art, la Corée fait de l'accomplissement de la justice un espoir. L'un explore la profondeur humaine en acceptant l'imperfection du réel, l'autre restaure l'émotion collective en rêvant d'un monde où la justice fonctionne. Il ne s'agit pas de dire lequel est meilleur, mais le dénouement que nous préférons révèle le monde auquel nous voulons croire. Et vous, quel monde souhaitez-vous voir ?